L'enfant star Roddy McDowall semblait autrefois incarner la grâce hollywoodienne. Collectionneur de films raffinés, photographe doué et ami fidèle de presque toutes les grandes stars, il semblait intouchable. Mais le 18 décembre 1974, tout a changé. Le FBI prend d'assaut sa maison, des camions sillonnent la rue et des agents emportent plus d'1 millier de films et de cassettes d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Ce qu'ils ont découvert n'était pas simplement une collection privée de films, c'était la preuve de quelque chose de bien plus profond. Lorsque la poussière est retombée, l'image soigneusement construite de Roddy McDowall s'est effondrée. Pour se sauver, il s'en est pris à ses amis les plus proches. Des icônes comme Rock Hudson et Elizabeth Taylor ne l'ont jamais vu venir. Roddy McDowall est né le 17 septembre 1928 à Herne Hill à Londres. Son nom complet, Roderick Andrew Anthony Jude McDowall, laisse présager l'héritage théâtral dont sa mère Winifred avait rêvé. Bien qu'elle ne soit jamais devenue actrice, elle a transmis son ambition à son fils. Son père Thomas travaillait comme marin marchand et était souvent en mer. Dès que Roddy a su parler, sa mère l'a entraîné à se produire. À 4 ans, il a remporté un concours de poésie. À 5 ans, il prenait des cours d'élocution. Elle voulait qu'il brille et c'est ce qu'il a fait. À l'âge de 10 ans, il apparaît dans Murder in the Family, qui marque ses débuts au cinéma. Avant de quitter la Grande-Bretagne, il avait déjà joué dans 16 films et remporté presque tous les prix d'art dramatique à la Hanover Academy, aux côtés de sa sœur Virginia. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En 1940, alors que le ciel britannique se remplit de bombardiers allemands, la famille de Roddy rejoint les 1,5 million de personnes évacuées dans le cadre de l'opération Pied Piper. Son père étant dans l'armée, sa mère emmène Roddy et Virginia en Amérique, où ils n'ont que $42. Désespérée, Winifred emmène son fils dans toutes les agences d'artistes qu'elle peut trouver à New York. Il n'a pas fallu longtemps à Hollywood pour remarquer ce garçon à la voix douce, à l'accent britannique éloquent, et dont l'histoire de survie semblait tout droit sortie d'un film. Les studios Fox sont à la recherche d'un nouvel enfant star. Après avoir vu l'essai de Roddy, le réalisateur William Wyler sut qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial. Son premier film américain, Manhunt, 1941, lui confie le rôle d'un garçon qui aide un fugitif à échapper aux nazis, un rôle qui lui tient à cœur. La même année, la Fox le choisit pour How Green Was My Valley. À seulement 13 ans, Roddy a livré une performance si sincère que le film a remporté l'Oscar du meilleur film en 1942 battant Citizen Kane. Les critiques le considèrent comme l'un des meilleurs jeunes acteurs de sa génération. La Fox a construit un village minier gallois de 80 acres pour le film, dépensant $110 000 et acheminant du vrai charbon du pays de Galles, symbole de la confiance qu'elle avait dans sa jeune star. Ce succès permet à Roddy d'obtenir un contrat de 7 ans. En 1943, il joue dans My Friend Flicka, qui remporte un large succès au box-office avec des recettes dépassant les 2,4 millions de dollars. Le rôle de Ken, un garçon qui se lie à un cheval sauvage, l'oblige à s'entraîner avec de vrais animaux et à endurer des moments déchirants lorsque l'un d'entre eux est tué accidentellement pendant le tournage. La popularité du film a conduit à une suite en 1945, consolidant sa place dans le cercle d'or d'Hollywood. En 1944, il joue un rôle plus sérieux dans The Keys of the Kingdom, incarnant une jeune version du prêtre de Gregory Peck. En prenant l'accent écossais et en jouant des scènes émouvantes, comme la perte de ses parents dans une tempête, Roddy a prouvé que son registre allait bien au-delà du charme de l'enfance. À 16 ans, il est déjà un acteur chevronné, acceptant des rôles complexes où se mêlent humour, tristesse et profondeur. Dans Molly et moi, 1945, il incarne un adolescent solitaire convaincu que son père le méprise parce qu'il ressemble à sa défunte mère. Ce rôle
lui permet de passer sans heurte de la comédie à la tristesse, ce qui lui permet de gagner à nouveau des cœurs. Le courrier des fans afflue du monde entier. Le public s'est attaché à lui parce qu'il semblait réel. Un garçon qui grandissait en éprouvant les mêmes peurs et les mêmes pertes qu'eux en temps de guerre. Pourtant, la célébrité s'accompagne d'une certaine pression. Beaucoup ont cru à tort qu'il avait remporté un Juvenile Academy Award en 1944. Il a en fait été décerné à Margaret O'Brien, mais il était toujours l'un des jeunes acteurs les plus rentables d'Hollywood. À 16 ans, Roddy gagnait $500 par semaine, une fortune à l'époque, et était le principal soutien de sa famille. Alors que d'autres enfants stars ont perdu leur fortune à cause d'une mauvaise gestion, sa mère a soigneusement économisé chaque centime. Mais le succès a un coût, l'isolement. Les longues journées de travail, les obligations des studios et la surveillance constante l'ont rendu anxieux et nostalgique. Le garçon qui avait fui Londres, déchiré par la guerre pour se réfugier à Hollywood, se retrouvait pris au piège d'un combat d'un autre genre, celui de l'identité de la liberté et du contrôle de sa propre vie. À mesure qu'il grandissait, le monde s'interrogeait. Roddy McDowall pouvait-il échapper à son image d'enfant star, ou était-il destiné à rester prisonnier du passé? Personne n'aurait pu deviner que des décennies plus tard, un autre type de projecteur, une descente du FBI, mettrait au jour un secret qui modifierait à jamais son héritage. Ce changement a commencé avec la pièce de théâtre Compulsion, jouée à Broadway d'octobre 1900. 57 à février. 1958 est basé sur l'histoire vraie du meurtre, en 1924, de Bobby Franks, âgé de 14 ans. Roddy y incarne Arthur Strauss, un jeune homme froid et calculateur. En 1959, lors de la réalisation du film, il a été remplacé par Bradford Dillman, mais son partenaire Dean Stockwell est resté. Le vrai tueur Nathan Leopold a même essayé d'empêcher la réalisation du film, mais en vain. La performance de Roddy sur scène a néanmoins marqué un tournant. En 1960, il joue un rôle plus sombre dans le thriller Midnight Lace. Son personnage Malcolm Stanley est méfiant et effrayant, tout le contraire du gentil garçon qu'il avait l'habitude de jouer. Le film, dont le budget s'élève à $3 millions, est interprété par Doris Day, qui est nommée pour un Golden Globe. La présence de Roddy ajoute de la tension à chaque scène, et le public découvre une nouvelle facette de lui. La même année, Roddy rejoint la distribution originale de Camelot à Broadway, dans le rôle de Mordred, le fils illégitime du roi Arthur. Il a tenu le rôle pendant 284 représentations avant d'être remplacé. Le spectacle a été joué pendant 873 représentations au total. Sa chanson The Seven Deadly Virtues est devenue l'une des préférées des fans. Bien que la production ait connu des problèmes en coulisses, elle est devenue un succès. Sa prestation lui vaut une nomination aux Tony Awards et prouve qu'il a un réel talent pour la scène. Puis vint le chaos de Cléopâtre en 1963. Roddy jouant Octavius dans ce qui devint le film le plus cher jamais réalisé à l'époque, avec un coût de $44 millions, ce qui équivaudrait à plus de $450 millions aujourd'hui. La Fox a failli faire faillite et a dû vendre le terrain qui est devenu Century City. Roddy assiste de près au scandale entre Elizabeth Taylor et Richard Burton. Taylor a failli mourir d'une pneumonie pendant le tournage et $5 millions avaient déjà été gaspillés avant que la production ne soit transférée à Rome. Malgré ce désastre, le film a rapporté $57,7 millions et a été le film le plus rentable de l'année. Malgré tout, Roddy est resté professionnel. En 1965, il incarne l'apôtre Matthieu dans The Greatest Story Ever Told, un énorme film biblique dont la réalisation a duré près de 3 ans. Il a coûté $20 millions et comportait plus de 100 rôles parlants. Le tournage a eu lieu dans le sud-ouest des États-Unis et non au Moyen-Orient. Le film compte des stars comme Max von Sydow, Charlton Heston et Sidney Poitier. Bien qu'il n'ait rapporté que $15,5 millions et perdu de l'argent, la performance de Roddy a montré à quel point il avait progressé.
Il a interprété Matthew comme un homme réfléchi qui se pose des questions, ce qui lui a permis de montrer sa profondeur émotionnelle et spirituelle. Roddy McDowall a vécu quelque chose que peu d'acteurs accepteraient jamais. Tous les matins à 2 heures, il devait se réveiller et s'asseoir dans un fauteuil de maquillage pendant 3 heures et demie pour devenir Cornelius, le gentil chimpanzé archéologue de la planète des singes. La première fois qu'ils ont testé le maquillage, il a fallu jusqu'à 7 heures pour l'appliquer et 3 autres pour l'enlever. C'était tellement intense que le studio a dû créer de nouveaux types de caoutchouc mousse pour permettre à sa peau de respirer. Le maquillage n'était pas un simple masque. Il était composé de plusieurs pièces d'oreilles séparées d'un menton, différent de plusieurs couches de cheveux. Même ses dents inférieures ont dû être peintes en noir. Il a fait cela 5 jours par semaine pendant des mois, et cela a porté ses fruits. Le film est sorti en 1968 et a coûté 5,8 millions de dollars. Ce film est devenu un énorme succès. Cornelius est devenu son rôle le plus célèbre. Son éthique de travail est devenue légendaire. Mais Roddy ne s'est pas arrêté là. Pendant que les autres rentraient chez eux, il continuait à filmer les coulisses à l'aide de sa caméra 8 mm. Il a documenté tout le processus de maquillage. Il a filmé les acteurs en train de rire, de se rendre à la plage en hélicoptère et de siroter des boissons avec des pailles tout en portant des visages d'orang-outans. En 1974, il s'est même soumis à cette même longue séance de maquillage pour apparaître brièvement dans l'émission The Carol Burnett Show et montrer son petit documentaire au public. Personne d'autre n'a pensé à sauvegarder ces moments, mais Roddy l'a fait. Sans même s'en rendre compte, il entre dans l'histoire. En 1971, il revient pour Escape from the Planet of the Apes, sorti le 26 mai. Cette fois, son personnage a changé. Il joue toujours le rôle de Cornelius, mais l'histoire se déroule désormais dans le Los Angeles des années 1970. Le film explore le voyage dans le temps et la persécution. Il ne s'agit plus seulement d'action. C'était une question d'émotion. Roddy a porté le poids de ce changement. Son interprétation a été si puissante que le film est devenu la suite la plus applaudie de la série originale. Les critiques ont adoré ce film parce qu'il mettait l'accent sur les personnages plutôt que sur les explosions. C'est Roddy qui en est à l'origine. Lorsque la version télévisée de La planète des singes a été lancée en 1974, Roddy est revenu cette fois sous les traits d'un nouveau personnage nommé Galen. La série n'a duré que 14 épisodes, mais la présence de Roddy lui a donné de la profondeur. Il a aidé à guider l'écriture. Il a même utilisé sa connaissance du long processus de maquillage pour aider l'équipe à travailler plus vite. Même si la série s'est terminée rapidement, il est resté fidèle à la franchise et a continué à protéger son héritage dans des interviews et des documentaires. Roddy n'était pas seulement un acteur. Il était aussi un photographe de grand talent. En 1966, il a publié un livre de photographie audacieux, intitulé Double Exposure. Ce livre de 251 pages présente 98 célébrités. Mais au lieu d'être écrit par des journalistes, chaque star était décrite par une autre personne célèbre. Marlon Brando a été décrit par James Baldwin. Lauren Bacall a été décrite par Katharine Hepburn. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Le livre s'est incroyablement bien vendu et a fait de Roddy l'un des photographes les plus réputés d'Hollywood. Travaillant depuis 1953 pour des magazines tels que Life et Vogue, tout le monde veut désormais être photographié par lui. Puis en 1989, il publie Double Exposure Take Two. Celui-ci est plus sombre. La partie la plus choquante montrait Judy Garland dans ses pires moments. Roddy a été son ami pendant le tournage du Judy Garland Show en 1963 et l'a photographié quand personne d'autre ne pouvait le faire. Pendant les crises, les pleurs, la maladie et la fatigue. Le livre associe ces images à des citations honnêtes de ceux qui ont vu comment le studio l'a détruite. MGM l'a tellement poussée à bout que lorsqu'elle a eu 40 ans, elle n'était plus en bonne santé. Les pilules, l'alcool, tout était dans ses photos. Roddy a tout vu de près. Un été de 1965. Roddy a filmé une fête privée sur la plage dans sa maison de Malibu.
Ce n'était pas n'importe quelle fête. Paul Newman retournait des hamburgers. Lauren Bacall prenait un bain de soleil sans eau. Rock Hudson, Anthony Perkins, Natalie Wood et Jane Fonda étaient tous présents. Tout le monde s'est détendu. Ils ont fumé, bu et se sont comportés comme des gens normaux pour une fois. Natalie Wood a flirté avec plusieurs hommes, même si son mari n'était pas là. Roddy n'a jamais publié les images. Il savait que cela ruinerait des carrières. Mais ces bobines de 16 mm montrent Hollywood comme nous ne l'avons jamais vu, réel, brut et privé. En 1956, Montgomery Clift a eu un terrible accident de voiture après avoir quitté un dîner chez Elizabeth Taylor. Il heurte un poteau téléphonique et frôle la mort. Sa mâchoire, son nez, ses pommettes, tout était cassé. Il a dû subir une intervention chirurgicale lourde et son visage n'a plus jamais été le même. Roddy, qui était devenu son ami proche, a commencé à prendre des photos de lui quelques semaines seulement après l'accident. Les photos le montrent essayant de sourire à nouveau, pratiquant des expressions devant des miroirs. Il ne les a jamais publiées du vivant de Clift. Il voulait protéger son ami. Mais ces images ont discrètement révélé le coup brutal de la célébrité et la pression exercée pour rester parfait. En 1993, Roddy a publié Double Exposure Take 4. Ce livre révèle son amitié de 50 ans avec Elizabeth Taylor. Elle s'est ouverte à tout. Ses addictions, ses problèmes de poids, ses mariages. Elle a dit « Je n'aime pas seulement quelqu'un, je le possède ». C'est ainsi qu'elle a décrit Richard Burton. Les photos étaient déchirantes. L'une d'elles la montrait sans maquillage, une autre en train de pleurer après un divorce. Le livre comprend même une photo qu'elle a prise de Roddy, symbole de leur profonde confiance. Ils s'étaient rencontrés en tant qu'enfants acteurs en 1943 et leur amitié a duré jusqu'à sa mort. Roddy appelait Elizabeth tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Il était son refuge. On peut même entendre sa voix en arrière-plan de ses anciens enregistrements privés qui font maintenant partie de l'émission Elizabeth, The Lost Tapes, diffusée sur HBO. En 1998, alors qu'il était en train de mourir d'un cancer, Elizabeth a pris l'avion pour Los Angeles et lui a rendu visite tous les jours jusqu'à la fin. Après sa mort, elle a organisé une cérémonie privée à son domicile. En 1957, Maureen O'Hara a failli être détruite par un faux scandale du magazine Confidential. On prétendait qu'elle avait fait des choses honteuses à l'arrière d'un théâtre, mais Roddy l'a soutenue. Il la connaissait depuis 1941, lorsqu'ils avaient joué ensemble dans How Green Was My Valley. Il l'a photographiée pendant le procès et est resté près d'elle pendant que son frère prouvait qu'elle n'était même pas dans le pays. L'affaire a marqué un tournant. Il a contribué à faire tomber le magazine qui avait fait du tort à tant de stars innocentes. Roddy a également organisé des soirées secrètes à Malibu, où des acteurs fermés comme Rock Hudson et Tab Hunter pouvaient enfin être eux-mêmes. Ils riaient, partageaient des secrets et se sentaient en sécurité. Roddy en a filmé une partie non pas pour le scandale, mais pour garder une trace de ce qu'ils étaient vraiment loin des mensonges et des masques qu'Hollywood les obligeait à porter. Et puis il y a eu le retour de Judy Garland dans Une étoile est née. Le budget était de 5 millions de dollars pour 1954, mais le studio a coupé 27 minutes sans l'accord du réalisateur. Cette décision a ruiné les chances de Garland d'obtenir un Oscar et a nui à sa carrière pour toujours. Roddy a tout vu. Il a photographié ses crises, ses disputes, sa douleur. Aujourd'hui, ce film est considéré comme un chef-d'œuvre. À l'époque, il a failli la briser. Roddy l'a capturé parce qu'il n'a jamais détourné le regard de la vérité. Roddy McDowall était bien plus qu'un simple acteur hollywoodien. Au début des années 1970, il avait discrètement construit quelque chose que même les grands studios n'avaient pas ses propres archives privées de films. En 1974, il possédait 337 films différents. Sur ce nombre, 160 étaient des copies 6 rares qui constituaient le cœur de sa collection. Des films comme Citizen Kane, Lassie Come Home et My Friend Flicka étaient stockés dans son garage de North Hollywood. Beaucoup de ces films ont été achetés directement aux studios eux-mêmes, qui jetèrent les bobines de films originales
pour faire de la place. Roddy a même acheté à la veuve d'Errol Flynn toute sa collection personnelle, y compris les films inachevés et les films familiaux. Il a dépensé des milliers d'euros pour les transférer sur la bande magnétique Sony U-matic qui a précédé le VHS et le Betamax parce qu'il pensait que la bande durerait plus longtemps que la pellicule. Roddy ne collectionnait pas pour gagner de l'argent. Il ne facturait à ses amis que ce qu'il se souvenait avoir payé. Une fois, il a dit avoir dépensé exactement 705 $ pour 3 films. Son garage n'était pas seulement une pièce de rangement, c'est devenu un mini-musée du cinéma perdu. Mais tout change le 18 décembre. 1974. Ce jour-là, le FBI débarque avec ses agents et ses camions. Ils ont fait une descente au domicile de Roddy et ont saisi 160 bobines de films et plus de 1000 cassettes vidéo. Le gouvernement a affirmé que la collection entière valait 505 426 $. Il s'agissait de la plus grande opération de piratage de films jamais réalisée par le FBI. Les agents ont pris des copies de ses propres films, dont La planète des singes, Tamlin et Lassie Come Home. Les cassettes ont été mises en boîte étiquetée et conservées comme un trésor. Mais en coulisses, le gouvernement montait un dossier qui montrait que Roddy ne se contentait pas de collectionner. Il copiait et distribuait des films illégalement. Roddy savait que la situation était dangereuse. Au lieu de se battre, il a choisi d'aider. Il a donné des noms au FBI. Il leur a dit que Rock Hudson lui avait donné une copie de Giant le film avec James Dean. Il a également nommé Arthur P. Jacobs de la série La planète des singes, ainsi que Dick Martin et Mel Torme. D'autres noms ont été occultés dans les documents officiels. Les gens étaient choqués. Un collègue collectionneur a déclaré « Cela a brisé le cœur de Roddy de perdre ses films, mais ce qui lui a fait le plus mal, c'est d'avoir trahi ses amis. » Des années plus tard même, Robert Osborne, journaliste respecté et ami proche de Roddy, a déclaré qu'il n'avait aucune idée que Roddy avait coopéré. Si Rock Hudson l'a appris, il n'en a jamais parlé. Ce qui rend l'affaire encore plus douloureuse, c'est la façon dont tout a commencé. Roddy avait commencé à collectionner dans les années 1960, non pas en tant que pirate, mais en tant que protecteur. Les studios jetaient de vieux films qu'ils jugeaient sans valeur. Roddy pensait que ces films devaient être sauvés. Il n'essayait pas de faire du profit. Il a déclaré que le fait de posséder des copies l'avait aidé à étudier le métier d'acteur. Il a même gardé une copie de la scène de sa mort dans Escape from the Planet of the Apes pour améliorer son travail. Mais la loi s'en moque. Lorsqu'il partageait ou vendait des bandes à d'autres collectionneurs, même au prix coûtant, il enfreignait les règles du droit d'auteur. Son avocat a expliqué plus tard que Roddy ne possédait pas les droits sur de nombreux tirages. La 20th Century Fox et d'autres studios ont continué à le faire. En juin 1975, le gouvernement abandonne l'affaire. Roddy n'a pas été inculpé. Pas de procès, pas de peine de prison. Mais le mal était fait. Il a cessé d'organiser des soirées cinéma. Certains amis ne sont jamais revenus. Même s'il a été blanchi, son nom est resté à jamais lié au raid. Il a essayé de tourner la page en aidant à préserver les films légalement. Il rejoint le conseil d'administration de l'Académie et participe ensuite à la création du National Film Preservation Board. Dans les années 1990, il a même travaillé à la restauration du film Cléopâtre de 1963. Ce qui n'était au départ qu'une passion secrète est devenu un avertissement public. La frontière est mince entre sauver quelque chose et le voler. Il y a un autre aspect de la vie de Roddy que la plupart des gens ignorent. En 1951, Elizabeth Taylor lui a présenté Montgomery Clift. Les deux hommes sont tombés profondément amoureux. Roddy déménage même à New York pour être près de lui. Pendant 2 ans et demi, Roddy arrête presque complètement de jouer la comédie. Tout ce qui l'intéressait, c'était Montgomery. Mais leur relation n'a pas duré. Lorsque Clift a tenté de mettre fin à la relation, Roddy a été dévasté. Il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a survécu et, étonnamment, il n'en a jamais voulu à Clift. Il est resté à ses côtés jusqu'à la fin. Ils ont ensuite joué ensemble dans The Defector, qui est devenu le dernier film de Clift.
Clift a déclaré un jour qu'il n'aurait jamais pu le terminer sans le soutien de Roddy. Roddy a vécu à une époque où le fait d'être ouvertement gay à Hollywood pouvait ruiner votre carrière. Dans les années 1950, des magazines à potins comme Confidential dénoncent les stars à tout bout de champ. Rock Hudson a failli être démasqué. L'agent Henry Wilson, qui s'occupait de nombreux acteurs homosexuels, a échangé des secrets pour protéger certains clients en exposant d'autres. Il a même fait appel à des policiers qui n'étaient pas en service pour faire fuir les maîtres chanteurs. Roddy a choisi de rester discret en public. Mais derrière les portes closes, il a créé un espace sûr. Sa maison est devenue un sanctuaire où les célébrités homosexuelles et hétérosexuelles pouvaient se détendre sans crainte. Il protégeait les secrets des gens souvent décrits comme le père confesseur d'Hollywood. Il savait tout, mais ne le disait à personne. En 1965, Roddy achète une maison sur la plage à Malibu. Il filme des soirées privées où les stars se présentent sans maquillage ni sécurité. On y voit Julie Andrews marcher sur la plage avec sa fille, et des stars comme Paul Newman, Lauren Bacall et Jane Fonda se prélasser au soleil. Il ne s'agissait pas de scènes de film. Il s'agissait de véritables moments de confiance. Il a également participé à des séances de photos avec Tab Hunter, un autre acteur fermé, ne portant que des shorts courts, cuisinant des hot dogs et posant comme s'ils étaient des petits amis. C'était ludique mais risqué. Si les studios avaient vu ces photos, les deux carrières auraient pu prendre fin. Roddy n'a réalisé qu'un seul film dans sa vie. Il s'agit de Tamlin, inspiré d'une vieille ballade écossaise qui donne la chair de poule. Il l'a réalisé en 1967 avec Ava Gardner dans le rôle principal. Les scènes étranges et psychédéliques de ce film reflètent parfaitement les années 1960. Mais avant que le film ne sorte, la société qui en était à l'origine a fait faillite. Le film est resté sur une étagère pendant 3 ans. Lorsqu'il est finalement sorti en 1970, il avait été découpé et modifié. Ils lui ont même donné des noms différents comme « La veuve du diable » et « Jouets et jeux ». Le film a fait un flop. Roddy n'a plus jamais réalisé de film. Des années plus tard, Martin Scorsese a aidé à restaurer le montage original en 1998 et les critiques ont enfin vu ce que Roddy avait essayé de créer. Ils l'ont qualifié de joyau perdu, mais il était déjà trop tard. L'un des rôles les plus marquants de Roddy a été celui de Peter Vincent dans Fright Night, en 1985, un chasseur de vampires à la télévision dont l'émission est annulée parce que plus personne ne veut voir de tueurs de vampires. Le rôle était presque un miroir de la vie de Roddy. Il venait d'être licencié d'un véritable spectacle d'horreur et se sentait lessivé. Dans le film, il se retrouve face à de vrais vampires. Le film a rapporté 24,9 millions de dollars et est devenu un succès culte. Les jeunes fans de films d'horreur l'adorent. Et pendant un certain temps, on a eu l'impression d'assister à un retour en force. Ironiquement, il n'est pas apparu dans Beneath the Planet of the Apes parce qu'il était occupé à diriger Tamlin. C'est le seul film sur les singes dans lequel il n'est pas apparu. Lorsque Roddy est décédé le 3 octobre 1998, il a laissé derrière lui quelque chose d'extraordinaire. Il a conservé des journaux intimes, des lettres et des vidéos personnelles pendant des décennies. Il les a donnés à l'université de Boston. Mais dans son testament, il a précisé que personne ne pourrait les ouvrir avant 2098, 60 ans après sa mort. Cela a choqué tout le monde. Selon les experts juridiques, le contenu doit être explosif. La seule raison de sceller quelque chose aussi longtemps est de protéger les vivants. Certains pensent que ces journaux citent des noms, révèlent des relations et dévoilent des secrets que le public n'était pas censé connaître. Les archives contiendraient des preuves du mariage abusif d'Elizabeth Taylor avec Eddie Fisher que Roddy a consigné dans ses journaux intimes. Elles pourraient également contenir des lettres sur le diagnostic de sida de Rock Hudson et sur la façon dont l'industrie l'a dissimulé. Hudson est mort en 1985, mais Roddy était proche de lui depuis des années et connaissait la vérité bien avant le public. Il possédait également des films amateurs,
montrant Judy Garland lors de soirées privées, pendant des crises de drogue et des enregistrements de moments très personnels avec des stars comme Paul Newman, Natalie Wood et Anthony Perkins. Les proches de Roddy croient en l'existence d'une page de son journal intime, une page qui décrit comment il a tenté de mettre fin à ses jours après que Montgomery Clift l'a quitté. Cette page et des centaines d'autres se trouvent dans des archives scellées que personne n'est autorisé à lire. Pas encore. Mais en 2098, le monde le saura enfin. D'ici là, Roddy McDowall reste l'une des figures les plus fascinantes, les plus mystérieuses et les plus loyales de l'histoire d'Hollywood.